Le Soleil, c'est l'astre le plus puissant de notre système solaire. Il est immense. Son volume équivaut à 1 300 000 fois celui de la Terre. Il génère la chaleur et la lumière dont nous avons besoin pour vivre. Sans lui, notre planète serait inanimée. Mais notre Soleil est également violent et instable. Avec le temps, il devient de plus en plus dangereux. Sa température s'élève et un jour, il brillera 1000 fois plus fort qu'aujourd'hui. Nos océans s'évaporeront et la surface de la planète fondra, supprimant toute forme de vie terrestre. Le Soleil se lève. Cette merveille quotidienne nous apporte la chaleur et la lumière qui nous maintiennent en vie. Nous nous prélassons sous ses rayons et sa présence nous semble évidente. Nous pensons qu'il a toujours été là et qu'il est immortel. Notre seule préoccupation est de ne pas avoir de coup de soleil. Mais le risque est pourtant bien pire. Le Soleil peut anéantir les fruits de notre technologie la plus avancée et il peut mettre nos vies en danger. En vieillissant, son énergie bénéfique deviendra maléfique. Les hommes seront contraints à quitter la Terre et il n'est pas impensable que le Soleil menace jusqu'à la survie de l'espèce. L'astronome Donald Brownlee s'est longuement interrogé sur l'avenir du Soleil. Le Soleil vivra longtemps, mais pas éternellement. Toutes les étoiles meurent un jour, comme les humains. Notre vie terrestre est intimement liée à celle du Soleil. Mais comment être sûr de ce que nous savons sur cet astre? Quand est-il né et quand mourra-t-il? La tâche est d'autant plus compliquée que la période étudiée par les scientifiques s'étend sur des milliards d'années. Personne n'a jamais observé un séquoia pousser pendant des siècles. On en étudie plusieurs à la fois, certains à l'état de semis, d'autres en pleine croissance et d'autres en train de mourir. C'est pareil en regardant le ciel, on voit des millions d'étoiles qui en sont toutes à différents stades de leur évolution. Le Soleil est une étoile, comme toutes celles qui illuminent le ciel la nuit. Les observer nous révèlent des détails fascinants sur la vie de notre Soleil. Voici une pouponnière d'étoiles autour de la ceinture d'Orion. De jeunes étoiles âgées de moins d'1 million d'années sont en train de s'y former en ce moment, tout comme notre Soleil est né il y a des milliards d'années. Ce cadran figure la vie du Soleil. Il nous aide à représenter le passé. Nous commencerons à 6 heures du matin. La naissance du Soleil, pour finir à 18 heures à sa mort. Pour l'instant, il est 6 heures et le Soleil est en train de naître. Il se forme au cœur de ce que les scientifiques appellent un nuage moléculaire à partir de poussière et de gaz résiduels issus de l'explosion de centaines d'étoiles. Ce nuage moléculaire est essentiellement constitué d'hydrogène, l'élément le plus répandu dans l'univers. Sous l'action de la gravité, les atomes s'attirent entre eux, si bien qu'après 1 million d'années, le nuage s'effondre sur lui-même. Au fil du temps, de plus en plus de matière s'accumule au centre du nuage. Imaginez des jongleurs avec des torches. Plus la torche est éloignée de la main du jongleur, plus elle met de temps à en faire le tour. Si ce jongleur lui fait décrire un cercle plus petit en rapprochant la torche du centre, cette dernière tournera de plus en plus vite. C'est la même chose avec les nuages moléculaires. Les molécules tournent plus vite au centre du nuage qui devient de plus en plus dense. Quand elle se comprime, la matière se réchauffe.
En mettant de l'air dans ce ballon qui représente le Soleil, je sens qu'il chauffe comme l'hydrogène qui s'est comprimé à la naissance du Soleil. C'est comme ça que la température du Soleil s'est élevée et que les feux qui réchauffent la Terre depuis des milliards d'années sont nés. La température du nuage atteint des millions de degrés. Les atomes d'hydrogène s'entrechoquent et fusionnent. D'immenses explosions libérant de grandes quantités d'énergie se produisent alors. Leur force propulse les atomes vers l'extérieur, défiant la gravité. Durant sa vie, le Soleil sera soumis à ces deux forces contraires. Mais à ce stade, un certain équilibre entre les deux a été trouvé. Le Soleil est né. Il a absorbé plus de 99% du nuage moléculaire dont il est issu. Le reste servira à former la Terre et les autres planètes qui tourneront autour du Soleil. Les scientifiques sont à peu près tous d'accord avec cette hypothèse. Mais il ne s'agit que d'une théorie. Le Soleil est à environ 150 millions de kilomètres de la Terre, ce qui a rendu toute vérification difficile, jusqu'à aujourd'hui. 3, 2, 1, mise à feu. La sonde de la NASA Genesis vient de décoller. Elle a pour mission de ramener des particules solaires. Août 2001. La NASA lance son programme solaire le plus ambitieux jusqu'alors. Elle envoie la sonde Genesis pour collecter des particules provenant du vent solaire. Au centre spatial Johnson de Houston, cela fait 10 ans qu'Eileen Stansbury rêve de pouvoir analyser des poussières du Soleil. La composition chimique du Soleil garde la trace de la nébuleuse dont il est issu. J'étais contente à l'idée qu'un morceau du Soleil soit rapporté sur Terre pour qu'on l'étudie. Mais comment capturer un morceau du Soleil? Aucune sonde ne peut résister aux 2 millions de degrés Celsius qui règnent dans sa couche extérieure, à savoir la couronne. La solution est de capturer un peu de vent solaire, un courant de particules provenant du Soleil qui souffle en moyenne à 450 km/s. Mais la Terre est protégée de ce vent par un champ magnétique invisible, la magnétosphère. Ce bouclier rend impossible l'arrivée sur Terre de poussière solaire. Pour résoudre ce problème, la sonde Genesis voyagera loin dans l'espace à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Ces capteurs sont couverts de très fines couches d'or, de saphir, de silicium et d'aluminium, les matériaux les plus purs et solides disponibles sur Terre. Un peu comme quand on jette des billes dans une piscine à boules, les scientifiques espèrent que les particules vont heurter et pénétrer les couches de molécules de matériaux précieux. Les billes vont s'enfoncer dans les espaces vides entre les boules. De même, le vent solaire viendra se nicher entre les matériaux purs des capteurs. Sur Terre, le succès ambitieux du retour de cette sonde repose sur les épaules d'un chef cascadeur d'Hollywood. Cliff Fleming s'apprête à accepter une mission impossible. Il devra voler à 3000 mètres et attendre que la capsule soit parachutée depuis l'espace. Cette perche de 6 mètres a été attachée à l'hélicoptère. Fleming descendra en piqué à 2,5 mètres au-dessus du parachute et saisira au vol la charge de 200 kg avant de la guider au sol en douceur. Après 5 années d'entraînement et 11 essais fructueux, Cliff Fleming est arrivé à un taux de réussite de 100%. Mais ce n'est que de l'entraînement. Au cinéma, on peut faire plusieurs prises, alors que là, il faut réussir du premier coup. Avec plus de 167 millions d'euros dépensés pour cette mission, Cliff Fleming n'a pas le droit à l'erreur. « 8 septembre 2004.
Après 884 jours passés dans l'espace à récolter des atomes, la sonde Genesis entame son retour. Si elle revient intacte, des années d'études et d'entraînement vont enfin être couronnées. Les scientifiques auront désormais accès aux plus pures particules solaires jamais analysées. On était impatients. On avait des décharges d'adrénaline. Ça faisait 10 ans que je travaillais sur cette mission. La sonde entre dans l'atmosphère terrestre. Et comme prévu, elle se dirige vers un désert dans l'Utah, où Cliff Fleming se tient prêt à la récupérer. J'avais l'impression d'être un gardien de but juste avant d'attraper le ballon à pleine main. Tout se passait comme prévu. Sans surprise, les opérateurs de la salle de contrôle commencent à apercevoir la sonde. Mais quelque chose ne va pas. Elle n'était pas censée dégringoler comme ça. Ce n'était pas normal. Un parachute devait ralentir la sonde, mais il ne s'est pas déployé. Genesis est en chute libre et Cliff Fleming ne peut en aucune manière la saisir au vol. La sonde heurte le sol à plus de 310 km/h. Elle s'écrase et ses précieux capteurs éclatent en 1000 morceaux. L'équipe de Genesis est catastrophée. Après le choc, il y a eu un silence. Tous mes hommes sont restés muets. On était déçus. Une tâche délicate attend la NASA, puisqu'elle doit à présent sauver les informations trouvées par la sonde. Il faut à tout prix récupérer les précieux échantillons de vent solaire prisonniers des capteurs d'or et de saphir endommagés. Le premier défi consiste à retirer les impuretés dues à l'impact. La NASA espère que les particules sont assez enfoncées dans les capteurs pour être à l'abri. L'équipe devra aussi veiller à ce que les échantillons ne soient pas contaminés. Il faudra retirer plusieurs couches de résidus terrestres avant de pouvoir atteindre les molécules solaires. Ces échantillons sont composés d'atomes et d'ions, des atomes qui ont gagné ou perdu des électrons. Ils sont minuscules et l'ensemble des prélèvements ne pèse pas plus lourd que quelques grains de sel. Ils sont invisibles à l'œil nu. C'est pourquoi nous avons besoin de milliards d'atomes et d'ions pour procéder aux analyses. Le Soleil est essentiellement fait d'hydrogène, mais les scientifiques pensent aussi trouver du silicium, de l'oxygène, du carbone, de l'azote, du magnésium et du fer parmi les milliards de particules recueillies. Tous ces éléments forment un mélange d'atomes appelé isotope. Les chercheurs savent que certaines particules ne s'associent pas de la même façon à différents endroits du système solaire. Seul le Soleil contient encore les ingrédients initiaux du nuage moléculaire qui a donné naissance à tous les autres éléments. C'est une occasion unique de revenir aux origines, aux premiers instants de notre système solaire, pour comprendre d'où nous venons. L'équipe a réussi à extraire les premiers atomes, mais le travail ne fait que commencer et il faudra du temps avant de trouver des réponses à toutes nos questions. Ce qu'on sait déjà, c'est que la Terre est située idéalement pour tirer profit de la lumière et de la chaleur du Soleil. Cet emplacement est vital. La Terre est dans la zone tempérée du système solaire. Il n'y fait pas trop chaud comme sur Mercure ou Vénus, ni trop froid comme sur Mars. Toutes les conditions y sont favorables au développement de la vie. Il est 10 heures au cadran. 4 milliards d'années après la naissance du Soleil, les animaux commencent à apparaître. 35 minutes plus tard, les humains marchent sur Terre. Nos corps sont faits de carbone, un élément issu du cœur de l'étoile. Aujourd'hui encore, notre survie dépend du Soleil. Son énergie est vitale pour la végétation qui est à la base de notre chaîne alimentaire. Le Soleil fait s'évaporer les océans, ce qui crée des nuages. Il en résulte la pluie que boivent les animaux et les hommes.
Cette énergie a été générée à près de 150 millions de kilomètres de la Terre, au cœur du réacteur nucléaire du Soleil. Quand la température excède 15 millions de degrés Celsius, 4 noyaux d'hydrogène entrent en fusion pour former un seul noyau d'hélium. Mais l'hélium est un peu plus léger que les 4 noyaux d'hydrogène réunis. C'est cette matière manquante qui, selon la fameuse formule d'Einstein, E égale mc2, s'est transformée en pure énergie lumineuse. Ces minuscules particules de lumière appelées photons sont libérées. Le moindre rayon de soleil en contient une immense quantité. Chaque seconde, près de 600 millions de tonnes d'hydrogène sont transformées en hélium, fournissant assez d'énergie pour couvrir la consommation des États-Unis pendant 9 millions d'années. Mais comment ces rayonnements nous parviennent-ils? Le mathématicien et romancier David Bodanis nous raconte le long voyage des photons vers la Terre. Ces photons se sont formés il y a plus d'1 million d'années. Certains sont partis du Soleil quand la Terre était encore peuplée de dinosaures. Ils entament une course d'obstacles périlleuse à travers notre système solaire. Le noyau, leur point de départ, est très dense. Les photons démarrent à la vitesse de la lumière et se heurtent aux électrons. Les plus malchanceux y perdent leur énergie. Quand ils s'entrechoquent, les photons se transmettent leur force à la manière des billes de ce jouet. Ils sont très puissants. Imaginez des billets suspendus par des fils. Si vous en lancez une contre les autres, l'élan va se communiquer et la plus éloignée se mettra en route. Ceux qui survivent doivent encore affronter la zone radiative. Les photons ricochent sur des particules d'hydrogène gazeux très chauds qui forment le plasma. Ils changent de direction au gré des chocs, comme des boules de flipper. Ils zigzaguent pendant des années. Les photons ont autant de mal à maîtriser leur trajectoire que ces boules. Ils passent 1 million d'années dans la zone radiative à se cogner. Ils vont en arrière, sur les côtés et parfois en avant. Certains sont bloqués dans cette strate depuis la création du Soleil sans pouvoir en sortir. Seuls les plus chanceux accèdent à la zone convective, nettement moins risquée. 3 mois suffisent pour qu'ils soient absorbés par les rivières gazeuses bouillonnantes dont les courants les mèneront à la surface du Soleil, la photosphère. Ici, les atomes chauds accélèrent. Ils se refroidissent et perdent encore un peu d'énergie en libérant d'autres photons. Les photons sont propulsés dans l'espace et voyagent à la vitesse de la lumière. Ils mettent donc 8 minutes pour parcourir les 150 millions de kilomètres qui les séparent de la Terre. Les voilà qui arrivent. C'est grâce aux photons que le Soleil émet sa lumière et sa chaleur depuis qu'il est né. À l'équivalent de 10 heures sur notre cadran, l'activité solaire a permis de faire naître la vie animale sur Terre. Mais où en sommes-nous aujourd'hui sur l'échelle du temps? Quel âge a notre Soleil? Les scientifiques l'ont découvert grâce à un phénomène surprenant. Le Soleil chante. Il ne joue pas une mélodie à proprement parler, mais il est établi que les grandes variations de pression à l'intérieur du Soleil créent des vibrations qui résonnent jusqu'en surface et retentissent dans le noyau solaire. Ce phénomène est comparable à des ondes sonores ou des ondes sismiques terrestres. Afin d'entendre la voix du Soleil, les scientifiques ont accéléré 42 000 fois la fréquence des ondes créées par ces variations de pression. 40 jours de vibrations sont ainsi audibles en quelques secondes. Le calcul de l'âge du Soleil fondé sur l'analyse de ces ondes a été effectué à l'observatoire de Big Bear, en Californie, par l'astrophysicien Philip Good. Nous savons que la température et la pression du Soleil évoluent avec le temps. Philip Good et son équipe ont démontré que cette évolution provoquait un changement de la mélodie.
C'est comme avec une caisse claire. Quand j'appuie dessus avec mon doigt, j'augmente la pression et j'ai une fréquence élevée. Si je retire mon doigt, le son est plus grave. Quand la peau vieillit, la pression diminue. Le Soleil se comporte comme la caisse claire. Au fil du temps, sa densité, sa pression et sa température changent, ce qui modifie les vibrations. Mais contrairement à la peau de tambour qui se détend, la pression du Soleil augmente et les sons qu'il émet sont de plus en plus aigus. Les scientifiques ont établi une échelle d'équivalence entre les différentes fréquences et l'âge du Soleil. La fréquence à laquelle il chante aujourd'hui nous renseigne donc sur son âge. Nous avons tous été surpris de savoir que le Soleil avait précisément 4,6 milliards d'années. Grâce à cette découverte, on a appris que le Soleil avait des millions d'années de plus que ce que l'on pensait. Sur notre cadran, où la naissance du Soleil a été placée à 6 h du matin et sa mort à 18 h, il est aujourd'hui 10 h 36. Cela fait moins d'une seconde que les humains sont apparus sur la Terre et qu'ils profitent de tous les bienfaits de sa chaleur. Mais les choses vont changer. La température du Soleil va augmenter progressivement jusqu'à devenir trop dangereuse pour les humains. Aujourd'hui, alors que notre climat est idéal pour nous, le Soleil a déjà des effets néfastes que nous commençons tout juste à comprendre. Les dernières techniques d'imagerie nous donnent une meilleure idée de ce qui se passe à la surface du Soleil. On a ainsi découvert des phénomènes tels que les taches ou les éruptions solaires et les orages magnétiques qu'il provoque. Le Soleil n'est pas un humain, mais c'est à s'y méprendre, car parfois, on dirait qu'il est en colère. 10 mars 1989. Le Soleil projette un nuage géant de particules chargées en électricité. 3 jours plus tard, la tempête solaire s'abat sur la Terre. Des millions de Québécois sont sur le point de découvrir que le Soleil a parfois ses humeurs. C'est grâce à sa lumière et à sa chaleur que nous pouvons vivre sur Terre, mais son activité fragilise nos modes de vie modernes. Nous dépendons de plus en plus de la technologie. Nos villes sont alimentées par des réseaux complexes de lignes électrifiées et nos télécommunications transitent par des satellites sophistiqués. Tous ces équipements peuvent être détruits par le Soleil. Lors des éruptions, des milliards de tonnes de particules d'énergie sont propulsées à travers le système solaire sous forme de puissantes tempêtes. Il est donc important de prendre conscience des dangers encourus. C'est le métier du météorologue spatial Larry Combs. À l'Institut des prévisions océaniques et atmosphériques de Boulder, dans le Colorado, il prévoit les humeurs du Soleil. En 1989 s'est produit l'un des plus intenses phénomènes auxquels il a assisté. Ces orages nous ont permis de comprendre à quel point le Soleil pouvait être violent. Le 10 mars, un télescope du Nouveau-Mexique détecte cette éruption solaire. Elle émet vers la Terre un ouragan chargé électriquement, à la vitesse d'1,5 million de kilomètres/heure. 3 jours plus tard, un immense orage magnétique se déclenche dans l'hémisphère nord. À 2 h 44 du matin, le Québec en subit les conséquences. Plus d'1 million d'ampères déferlent sur le réseau électrique. En quelques secondes, les centrales de la région sont anéanties l'une après l'autre. Les Québécois se retrouvent privés d'électricité. La panne va durer 9 heures. La seule lumière visible dans le ciel est une lueur rose inhabituelle provoquée par l'orage. Les dégâts et les manques à gagner causés par cette coupure de courant se chiffrent en une centaine de millions d'euros. Depuis, les chercheurs du Colorado sont aux aguets. Ils utilisent des images satellites en temps réel, prises 24 heures sur 24, afin de repérer la moindre modification du Soleil susceptible de provoquer des perturbations, comme au Québec. Nous guettons les taches solaires, ces zones sombres qu'on voit ici et qui font 14 fois la taille de la Terre. Nous cherchons aussi des protubérances, comme celle-ci, en surface. Ces deux phénomènes peuvent créer des tempêtes solaires. Mais comment ?
On pense que l'activité solaire est déterminée par ces champs magnétiques complexes. Le plasma est fait d'hydrogène chaud, gazeux et chargé en électricité. Il coule à différentes vitesses à la surface du Soleil, créant constamment de nouveaux champs magnétiques. La rotation du Soleil déforme les lignes de force des champs magnétiques. Certaines remontent vers la couche externe et créent des taches solaires ou des protubérances qui apparaissent en surface. Le plasma se déplace et les lignes de force continuent à se torsader comme sous cette tache. Une fois que les lignes sont entremêlées, elles claquent telles des élastiques et provoquent des explosions. Dès qu'une tache ou une protubérance apparaît, les scientifiques s'attendent à observer une explosion à la surface du Soleil. Les taches peuvent donner naissance à des éruptions solaires dont la puissance équivaut à des millions de bombes atomiques qui exploseraient en même temps. Des particules radioactives chargées électriquement sont alors envoyées dans l'espace. Les protubérances grossissent. Certaines entrent en éruption puis explosent. Les éruptions et les protubérances sont souvent suivies d'explosions plus importantes que les scientifiques appellent les éjections de masse coronale. Quand elles se produisent, le Soleil libère des milliards de tonnes de gaz chargés en électricité. Tous ces phénomènes déclenchent l'émission de particules riches en énergie qui attirent avec elles des champs magnétiques vers la Terre. Elles peuvent détruire tous les équipements conducteurs, dont nos lignes électriques. À Los Angeles, l'Institut californien de technologie cherche à expliquer rationnellement les explosions solaires. Dans son laboratoire, l'astrophysicien Paul Bellan modélise lui-même des protubérances. Dans un espace vide, il réunit tous les éléments qui constituent le Soleil. Il crée un champ magnétique et ajoute du plasma d'hydrogène qu'il soumet à un courant électrique puissant. Ces protubérances nous permettent de voir les choses à l'échelle humaine, car en réalité, elles mesurent 100 000 km et le Soleil en compte de nombreuses. Les protubérances croissent pendant des semaines avant d'exploser soudainement. En laboratoire, le processus ne prend que quelques microsecondes. Mais en utilisant une caméra rapide et en colorisant les images pour accentuer les détails, l'équipe du professeur Bellan peut assister au phénomène au ralenti. Quand le courant augmente, les champs magnétiques commencent à se déformer. C'est exactement la même réaction qu'entre deux aimants, qui s'attirent ou se repoussent selon le sens. Par exemple, là, je n'arrive pas à les rapprocher. Sur le Soleil, quand les champs s'attirent, les protubérances vont fusionner. Quant aux forces répulsives, elles font exploser les protubérances. En temps normal, le vent éloigne du Soleil chaque seconde 1 million de tonnes de particules gazeuses chargées électriquement. Mais les immenses nuages qui résultent d'explosions sont plus dangereux. Le champ magnétique de la Terre, la magnétosphère qui nous protège du vent solaire, n'est plus suffisant. Il renvoie habituellement les particules vers les points les plus faibles, à savoir les pôles. Les particules réagissent avec l'oxygène et l'azote de l'atmosphère et créent ainsi des rayonnements de différentes couleurs, un phénomène qu'on appelle une aurore boréale ou australe. Mais quand ces lumières étranges apparaissent assez loin du pôle, comme au Québec, cela signifie qu'un puissant orage solaire a traversé la magnétosphère. Nous sommes à Boulder, dans le Colorado, le 6 septembre 2005. Larry Combs et ses collègues assistent à l'un de ces phénomènes hors du commun. En ce moment, il y a une éruption solaire très intense. Sur l'image bleue, on voit que l'énergie est expulsée du Soleil à des millions de km/h. Le Soleil connaît une phase d'activité particulièrement violente. De nombreuses explosions se succèdent. Des aurores boréales apparaissent sur l'Amérique du Nord. Cette fois, ce n'est pas seulement le réseau électrique qui est affecté, mais aussi les moyens de communication.
Toutes les radios à haute fréquence utilisées par les avions sont touchées, de même que les téléphones satellitaires. Comme vous le voyez sur la carte, l'explosion a des répercussions sur l'Atlantique et le Pacifique, donc toutes les communications sont interrompues. Tout le monde veut savoir ce qui se passe et l'alerte est donnée. Surtout auprès des avions qui voyagent aux alentours du pôle où seules les communications par haute fréquence sont possibles. Pendant les orages solaires, toutes ces fréquences sont inutilisables. Les pilotes peuvent être aveuglés et la vie des passagers est en danger. Si les compagnies aériennes sont prévenues assez tôt, les avions sont détournés ou procèdent à un atterrissage d'urgence. Mais les dégâts ne se limitent pas aux radios des avions. Tous les autres systèmes de communication peuvent être anéantis. Il est déjà arrivé que des satellites endommagés aient cessé d'émettre des signaux. Imaginez que nous n'ayons plus de télévision. Que nos téléphones mobiles cessent de fonctionner. Au-delà de ces désagréments électriques, ces phénomènes font augmenter le risque de radiation. La radiation d'un orage solaire est potentiellement dangereuse pour les passagers d'un avion et plus encore pour les astronautes en vol. Fin octobre 2003, 3 immenses taches apparaissent à la surface du Soleil. L'une d'elles est aussi grosse que Jupiter. Une éruption gigantesque se produit, propulsant des particules en direction de la Terre. Loin au-dessus de nos têtes, les astronautes à bord de la station internationale se trouvent exactement sur la trajectoire des rayons mortels. Les scientifiques savent que le Soleil est né il y a plus de 4,5 milliards d'années, le point de départ de notre cadran. Il est maintenant 10h36 et les scientifiques ont découvert les conséquences des radiations depuis moins d'une seconde. Il existe une forme de radiation que nous connaissons tous. Ce sont les rayons qui nous éclairent tous les jours avec leurs ultraviolets. Une exposition trop longue peut nous brûler ou provoquer des cancers de la peau. La couche d'ozone nous protège en bloquant la plupart des effets néfastes de ces ultraviolets et l'écran total s'occupe des autres. Mais dans l'espace, il se propage un type de radiation dont il est beaucoup plus difficile de s'abriter. Les voyages dans l'espace ont toujours été dangereux. Mais quand les premiers astronautes ont quitté l'atmosphère terrestre, ils ignoraient totalement le phénomène des orages solaires et les radiations qu'ils émettaient. Le 7 août 1972, l'observatoire de Big Bear en Californie détecte cette éruption sans avoir conscience de la menace qu'elle représente. Nous savons aujourd'hui qu'il s'en est suivi l'un des plus forts orages jamais observés. Cet événement reste dans toutes les mémoires à la NASA car il s'est produit par bonheur, précisément entre le vol d'Apollo 16 en avril et celui d'Apollo 17 8 mois plus tard. S'il s'était produit pendant les missions, ces radiations auraient pu tuer les astronautes. Les scientifiques savent que les gros orages solaires peuvent être aussi dangereux pour les astronautes que les radiations gamma d'une explosion nucléaire. Les éruptions solaires libèrent une infinité de petites particules d'énergie, les protons. Les protons traversent le corps humain et peuvent provoquer des altérations chromosomiques ou même des cancers. Les doses trop élevées sont même mortelles. Aujourd'hui, 30 ans après les missions Apollo, la NASA fait appel à des prévisionnistes pour protéger les astronautes de tout danger éventuel. Avant son entraînement, Mike Fall ignorait, comme beaucoup d'entre nous, que le Soleil était aussi instable. Je pensais connaître le système solaire, mais quand on m'a parlé de climat spatial, je me suis vraiment demandé de quoi il s'agissait.
À bord de la station internationale, Mike Fall prend conscience que le climat spatial peut être très violent. La série d'éruptions qui se produit est si forte qu'on a parlé par la suite des orages d'Halloween. 28 octobre. À Boulder, dans le Colorado, au département des études spatiales, les scientifiques assistent à la deuxième éruption la plus puissante jamais observée. Une explosion qui part du centre du Soleil. Le problème, c'était son emplacement. Elle était dans, comme tu dirais, une zone mortelle, car l'énergie expulsée fonçait droit vers la Terre. La station internationale sur laquelle se trouve Mike Fall est entre les deux. Larry Combs doit avertir la NASA. On était en relation avec la NASA et on n'arrêtait pas de communiquer. La NASA prévient immédiatement Mike du danger. On lui dit d'aller se réfugier dans la partie la plus abritée de la station, le compartiment de l'équipage qui est recouvert d'un bouclier de polyéthylène. Il le protégera partiellement des radiations car aucun endroit ne peut prétendre être étanche. On se met en mode de survie. Tout ce qui compte, c'est de diminuer le risque immédiat de mort. En 2 jours, Mike Fall reçoit autant de radiations qu'en 1 semaine en temps normal. C'est comme s'il venait de passer instantanément une dizaine de radiographies sur Terre. Mais le pire a été évité. S'il était sorti pendant l'orage, il aurait été victime des symptômes liés à l'irradiation comme des nausées et il aurait subi des lésions cellulaires au bout de 10 minutes. Mais il reste un phénomène contre lequel on ne peut pas se protéger et dont on ignore les causes, les éruptions solaires géantes. Elles peuvent être 10 millions de fois plus chargées en électricité que les grosses éruptions normales. Elles durent 1 semaine et font briller les étoiles 1000 fois plus fort que d'habitude. Nous sommes à l'observatoire de Breck à Bâton Rouge, en Louisiane. L'astrophysicien Brad Schaeffer regarde le ciel à la recherche de ces éclats hors du commun. Il a repéré 9 étoiles qui ont déjà produit des éruptions géantes. 2 d'entre elles ont presque la taille de notre Soleil. Ce soir, il observe l'étoile Omicron de la constellation de l'Aigle, un soleil à peine plus grand que le nôtre de 7%. Pendant 4 jours, cette étoile a brillé 10% plus fort que d'habitude. L'éruption était 1 million de fois plus puissante que la plus intense éruption déjà observée sur notre Soleil. Que se passerait-il si une éruption géante avait lieu sur notre Soleil? Qu'en adviendrait-il de la vie sur Terre? Schaeffer pense que tout notre espace serait brûlé. Sur Terre, les centrales électriques cesseraient de fonctionner. La chaleur ne serait pas un danger en elle-même. Nous aurions tout au plus l'impression d'être en été, en plein hiver, et des aurores boréales seraient visibles aux 4 coins du globe. Il en résulterait un spectacle magnifique, mais il est probable que les radiations de cette éruption seraient mortelles. Elle détruirait notre couche d'ozone, cette couche qui nous protège des ultraviolets. Ce sont les radiations qui seront mortelles. Les humains pourront s'en sortir en inventant un nouvel écran total performant et en ne sortant que la nuit. Mais nos cultures ne pourront pas être protégées, pas plus que le plancton dont se nourrissent les baleines dans les mers. C'est toute la chaîne alimentaire qui mourra peu à peu. Ce scénario est catastrophique. Mais le professeur Schaeffer pense que nous ne risquons rien. Les étoiles susceptibles de connaître ce type d'activité entrent régulièrement en éruption 1 fois par siècle, et rien ne laisse penser que notre Soleil en a déjà subi. Mais les causes des éruptions géantes demeurent mystérieuses. Pourtant, Bradley Schaeffer a son idée sur la question. Il pense que ces phénomènes se produisent si l'étoile a une grosse planète de la taille de Jupiter à proximité. Chacun des astres a son propre champ magnétique. Pendant leur rotation, leurs champs s'entremêlent et en forment un seul plus puissant qui les relie. Imaginez que mon poignet soit une étoile, une planète tourne autour. L'étoile a son propre champ magnétique que je représente par cet élastique. Il se peut que la planète soit aussi soumise à ce champ magnétique. Alors que la planète tourne autour, le champ va se tendre de plus en plus et va exploser, comme l'élastique qui libère toute la quantité d'énergie qu'il a accumulée.
Si les théories de Bradley Schaeffer sont justes, notre Soleil ne produira jamais d'éruption géante, mais nous ne pourrons pas éviter les conséquences dramatiques de son vieillissement. Il est actuellement 10h36 au cadran. À 11h30, il fera trop chaud sur Terre pour que les humains continuent d'y vivre. En effet, notre Soleil se réchauffe. Depuis sa naissance, il y a 4,5 milliards d'années, son rayonnement s'est accru de 30%. Les scientifiques pensent que ce phénomène va s'accentuer. Les océans s'évaporeront, la surface de la Terre fondra et la vie telle que nous la connaissons disparaîtra. Que se passera-t-il? Nous savons comment le Soleil est né, qu'il a permis le développement de la vie et qu'il sème de dangereuses embûches sur notre chemin. Mais ce n'est rien comparé à ce qu'il adviendra de la vie sur Terre quand le Soleil surchauffera, faisant de notre planète un enfer. La vallée de la mort en Californie est l'un des endroits les plus chauds du globe. Elle est un exemple de ce que le Soleil nous réserve. L'astronome Donald Brownlee prédit à la Terre un avenir aussi sec et invivable qu'ici. C'est une journée caniculaire aujourd'hui, mais dans le futur, c'est sur toute la planète qu'il fera encore plus chaud. Le rayonnement du Soleil augmentera d'à peu près 10% chaque milliard d'années. Projetons-nous dans l'avenir lointain du Soleil. Son carburant, l'hydrogène, vient à manquer. Mais les réactions nucléaires de son noyau ne ralentissent pas. Au contraire, elles sont plus rapides. À mesure que l'hydrogène est brûlé, la pression diminue au cœur du Soleil. Cette faible pression ne parvient plus à contrebalancer la gravité. La gravité finit par faire se contracter le noyau, ce qui réchauffe encore plus l'hydrogène et accélère sa combustion. La pression venue du noyau n'en est que plus élevée et dilate les couches supérieures. Les deux forces luttent à nouveau l'une contre l'autre. Ce cycle se répète aussi longtemps que l'hydrogène se consume et la chaleur du Soleil augmente. Par la suite, le Soleil sera si chaud qu'il fera fondre la surface de notre planète. Sur notre cadran qui représente la vie du Soleil depuis sa naissance à 6 heures jusqu'à sa mort à 18 heures, il est à présent 10h36. Pour l'instant, la Terre est à un emplacement idéal dans le système solaire. Il n'y fait ni trop chaud ni trop... Mais à mesure que la température du Soleil augmente, la zone dangereuse va se rapprocher de la Terre et la brûler. Des événements catastrophiques s'enchaîneront, comme dans un film d'anticipation. Nos jungles disparaîtront, nos forêts et nos champs céderont la place à des déserts, transformant la Terre en une immense succession de dunes de sable. Les animaux seront les premiers à souffrir de la chaleur, car ils ne pourront pas se protéger aussi bien que les humains. La situation ira de mal en pis. La hausse des températures accélérera la disparition de l'atmosphère et du dioxyde de carbone dont les plantes ont besoin pour survivre. Il n'y aura plus de plantes sur la planète, et tout ce qui se nourrit de plantes sera également condamné. Ces rayons qui nous ont donné la vie deviendront si intenses qu'ils tueront la diversité des espèces présentes sur Terre. À mesure que les plantes disparaîtront, l'oxygène qu'elles produisent se raréfiera. L'air sera irrespirable pour les humains. Nos ressources alimentaires viendront à manquer. Mais même à ce stade, il est probable que les humains peupleront encore la Terre. Les hommes sont malins, ils ont une bonne faculté d'adaptation. Ils seront peut-être les derniers animaux sur notre planète. Les scientifiques ne sont pas d'accord sur la date à laquelle les humains ne pourront plus vivre sur Terre. Mais dans 1 milliard d'années, à 11h30 à notre cadran, ils pensent que la température sera de 70 degrés. Une simple exposition au soleil en journée sera mortelle. Si nous sommes toujours là, il nous faudra vivre en souterrain et ne sortir que la nuit. Il n'y aura que deux possibilités. Nous pourrons construire des environnements artificiels sur Terre, ou bien nous déménagerons. Beaucoup de gens pensent que nous choisirons une planète lointaine du système solaire. Pour survivre,
nous devrons nous trouver un nouveau refuge, surtout quand l'eau commencera à disparaître. La Terre se réchauffera progressivement sous les effets du Soleil et l'eau s'évaporera jusqu'à ce que tous nos océans soient secs. C'est cette dernière catastrophe qui sonnera le glas pour l'homme sur Terre. Dans la vallée de la mort, le lac de Badwater s'est asséché il y a 10 000 ans en laissant ce désert de sel auquel la planète finira par ressembler. Cet endroit paraît lunaire. On dirait qu'on est sur une autre planète. Pourtant, un jour, c'est toute la Terre qui aura la même allure. De l'espace aussi, la Terre changera d'aspect. Elle ne sera plus la planète bleue couverte d'eau et de végétation. Elle ressemblera plutôt à Mars. Il faudra que nous soyons partis depuis longtemps vers une autre planète d'où nous contemplerons passivement les effets du Soleil. Le Soleil se dilate et sa couleur vire au rouge. Les astronomes appellent ces étoiles qui en sont à la dernière phase de leur existence des géantes rouges. Il prend toute la place de notre ciel. Il n'y a plus d'atmosphère et on se croirait dans l'espace ailleurs que sur Terre. Imaginons-nous dans 4,5 milliards d'années. Selon l'heure qu'indique le cadran, il fait presque nuit. Le Soleil est en fin de vie, pourtant il n'a jamais été aussi actif. Le noyau du Soleil transforme ses dernières réserves d'hydrogène. Il brûle de l'hélium qui produit encore plus de chaleur. L'énergie qui irradie depuis le noyau en fusion repousse les couches externes du Soleil, ce qui lui fait prendre du volume. Alors qu'il grossit, sa surface se rafraîchit et devient de plus en plus rouge. Même si la température de la surface a un peu baissé, le Soleil fonce vers nous et s'étend dans tout le système solaire. Comme quand on s'approche d'un feu, la Terre a de plus en plus chaud. Quand le Soleil deviendra une géante rouge, il sera un danger pour la Terre. Ce sera spectaculaire. Il grossira, brillera encore plus et sa chaleur fera griller la Terre. À ce stade, la surface de notre planète a fondu depuis longtemps. Mais le pire reste encore à venir, car le Soleil est de plus en plus instable. Il devient énorme à force d'émettre des projections de chaleur aussi violemment. Il est 100 fois plus large qu'autrefois. À force de s'étendre, il arrive au niveau de l'orbite de la Terre et il avale toutes les planètes sur son passage. Tout ce qu'il croise est pulvérisé. D'abord, Mercure s'embrase comme un météore géant. Puis c'est au tour de Vénus. Qu'en sera-t-il de la Terre? La planète qui nous aura abrités pendant des millions d'années subira-t-elle le sort de ses voisines? Alors que des vagues de chaleur s'échappent du Soleil, il libère des milliards de tonnes de matière et sa gravitation diminue. Cela permettra peut-être à la Terre de s'en éloigner et d'éviter d'être carbonisée. Mais les scientifiques n'en sont pas sûrs. Et même si la Terre échappe à cette fin tragique, elle n'est plus qu'une planète en fusion et son aspect est méconnaissable. Il est presque 18 heures, le crépuscule sur notre cadran et le Soleil ne sera bientôt plus une étoile brillante. Il n'est pas assez gros pour exploser et devenir une supernova. Seules les grandes étoiles 8 fois plus larges que lui finissent par exploser. Peu à peu, il se rétrécit et devient une naine blanche. Pendant des centaines de milliards d'années, il ne produira plus qu'une faible lueur. C'est donc comme ça que sa vie de Soleil se terminera, pas par une forte explosion, mais dans un doux rayonnement. Ce Soleil magnifique, qui nous aura fourni de l'énergie pendant des milliards d'années, sera en fin de compte une petite étoile pas beaucoup plus grande que la Terre. Le Soleil nous a donné la vie. Quand il mourra, la vie sur Terre aura depuis longtemps disparu. Si les humains existent toujours, ils seront ailleurs dans l'univers. La prochaine fois que vous vous prélasserez en bronzant sur la plage, rappelez-vous que notre Soleil n'est pas éternel.